Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Mansour Diop. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, Monsieur Diop. Vous êtes formateur en marché public à l'ENA, ancien directeur général de la DMTA. Oui. Alors, le prétexte de cet entretien, c'est l'annonce faite par le président de la République. Vous avez dû le suivre dans cette édition, le président de la République, hier au Centre international Abdou Diouf. Il a déclaré que dans sa volonté d'œuvrer pour une meilleure rationalisation des dépenses publiques, il a évoqué donc hier le projet de création d'une agence nationale de centralisation de la commande publique afin d'assurer un meilleur suivi et contrôle des finances publiques. Alors, selon vous, comment cela va se passer, une agence nationale de centralisation des achats? Et déjà, est-ce que c'est une bonne option, selon vous? Merci, M. Der, de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de parler d'un domaine que j'ai fréquenté pendant longtemps, oui. Celui des marchés publics. Bon, maintenant, le sujet que vous évoquez fait état du projet présidentiel de mettre en place cette agence-là, qui va être une agence de centralisation de l'achat public. Bon, quels sont les avantages? Il y en a. Quels sont les inconvénients? Probablement, oui. Bon, il pourrait y en avoir. Les avantages, c'est que quand on centralise les achats, bon, on a la possibilité de réaliser des économies d'échelle. Bon, c'est un moyen pour l'État d'économiser des ressources et de faire face à d'autres charges dans d'autres secteurs. Bon. On économise des ressources comment? On économise des ressources parce que quand la concurrence joue pleinement, on centralise, c'est-à-dire que disons, les partenaires potentiels de l'État, vu le volume des achats que l'État va faire, bon, est censé faire des réductions en ce qui concerne le prix. Plus on vend, plus on diminue le prix. C'est un peu ça les économies d'échelle. Peut-être l'État vise ces économies d'échelle à travers cette réforme. D'accord, mais je pense que ça va dans le bon sens. Tout ce qui contribue à économiser des ressources pour faire face aux charges très nombreuses de l'État, à mon avis, va dans le bon sens. Maintenant, il y a peut-être un inconvénient. Bon, on attend de savoir quels sont les contours de cette réforme pour se prononcer. Mais la dénomination de cet agent de centralisation, bon, sous-entend un centralisme. Donc, quand on centralise, bon, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients parce que, surtout dans le domaine des marchés publics, vous centralisez les achats, c'est-à-dire vous allez faire de grands projets d'achat. Et qui dit grands projets d'achat, dit grandes entreprises au détriment des petites entreprises qui avaient l'habitude de gagner un marché ici, qui un autre là-bas, un petit marché, et de vivre, de survivre, de se développer. Bon, est-ce que ces chances-là demeureront intactes avec cette réforme? Bon, wait and see. On va juger donc à l'épreuve des faits. Mais justement, il y aura probablement besoin également d'adapter la réglementation en vigueur, Monsieur Diop, chaque fois que de besoin avec les réalités du moment, probablement. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on va faire là également? Bien sûr, bon, il y a... Quand on introduit une réforme aussi importante comme celle-là, bon, il faut adapter la réglementation qui n'est pas en conformité avec ce qu'on va faire. D'abord, les changements dans les textes. Il y a de grands changements qui ont été introduits dans la réglementation des marchés publics à la faveur du nouveau code des marchés publics qui a été publié en décembre 2022. Bon, des réformes importantes, des changements importants ont été introduits, notamment maintenant toutes les institutions constitutionnelles, entendez l'Assemblée nationale, les cours et tribunaux, doivent désormais appliquer le code des marchés publics. Ce n'était pas tout à fait le cas auparavant. Aujourd'hui, bon, le code des marchés, le nouveau code, fait un rappel à l'ordre, à l'attention de ces institutions-là qui désormais
doivent appliquer le code des marchés publics. Ça, c'est également une réforme importante. On a introduit ce qu'on appelle l'achat public durable dans la commande publique, c'est-à-dire un achat qui respecte la protection de l'environnement, qui respecte les droits sociaux des travailleurs, qui respecte également certaines contraintes dont on parle dans l'actualité, tout ce qui a des connotations d'ordre sexuel, etc. Tout ça, l'achat public doit veiller à protéger, n'est-ce pas, les protagonistes par rapport à ces fléaux-là. Donc, s'il y a des réformes importantes, bon, j'en ai cité ces deux-là. Il y a également l'obligation pour les acheteurs publics d'allotir leurs commandes, c'est-à-dire de diviser leurs commandes en lots, afin de pouvoir permettre aux petites entreprises, aux petites unités de production de gagner de petits marchés et de survivre. Bon, ça, c'est devenu une exigence de la réglementation des marchés publics. Également, ça va dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est quelques-unes des grands changements qui ont été introduits dans la réglementation des marchés publics. On parle également Oui, si vous voulez, poursuivez. Je voulais aborder l'achat public responsable également, cette notion. Oui, l'achat public responsable, c'est un peu ça. L'achat comprend l'achat public durable. Oui, comme voilà, c'est l'achat public durable, c'est l'achat qui prend en compte les exigences de protection de la nature. Oui. Normalement, désormais, quand on achète un objet, ça peut être un véhicule, ça peut être du matériel, du mobilier, etc. On doit avoir à l'esprit les préoccupations de protection de la nature. Autrement dit, on va privilégier les équipements qui ont une empreinte carbone plus faible. Exactement. Voilà. L'acheteur public, même avant d'acheter, doit réfléchir à deux choses. Est-ce que je dois acheter ou bien est-ce que je dois réparer ce qui existe? L'opportunité de l'achat, oui. L'achat, voilà, c'est important. Ça entre dans le cadre de l'achat public durable. Également, quand on réalise des prestations en faveur de l'État, le personnel doit être rémunéré à sa juste valeur en appliquant les dispositions du Code du travail. Ça également, ça va dans le sens de l'achat public responsable, etc. Il y a d'autres aspects qui entrent dans ce cadre-là. Et ça, c'est une des nouveautés qu'on a introduite dans la réglementation, la nouvelle réglementation. Mais M. Diop, quel est le problème finalement au Sénégal, où souvent on rencontre des problèmes d'attribution de marché, les gendarmes des marchés interviennent souvent, on voit des marchés cassés, des attributions de marché finalement. C'est la formation qui manque, on n'applique pas rigoureusement la réglementation en vigueur. Qu'est-ce qui se passe finalement? Il ne se passe pas un jour sans qu'on ne rencontre dans la presse, à travers les médias, des faits relatés par rapport à ça. Qu'est-ce qui l'explique? Oui, vous avez raison, les marchés publics font beaucoup parler d'eux. Oui. En raison de ce que vous appelez scandale dont on se rend compte évoqué notamment par la presse. C'est une réglementation qui est assez technique et assez complexe parfois. Il y a également l'agent de régulation qui dispense des formations régulièrement. Une chose de former des gens à des techniques, une autre chose, c'est d'être sûr que les gens vont appliquer ce qu'ils ont. Voilà. Bon, moi je dis que, étant donné qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque acteur, on ne peut compter que sur le civisme des acteurs. Si vous avez des acteurs bien formés, mais qui manquent de civisme, mais ils passeront toujours entre les mailles du filet et vont vraiment faire des malversations, ne pas appliquer à la lettre les dispositions du Code des marchés. Le Code, en cas de texte, c'est un texte qui, à mon avis, est de qualité. Tout est dans l'application. Bon, il y a le contrôle également qui doit être très vigilant, très régulier. Mais tout ça, ça se ramène, toute la question doit être ramenée à l'acteur, c'est-à-dire l'agent public qui agit dans ce domaine-là et qui a conscience des enjeux, mais qui n'a pas le civisme suffisamment à point pour pouvoir
appliquer toutes ces règles-là selon les normes qui sont édictées par cette réglementation-là. C'est ça le grand problème. Il faut donc travailler à développer le civisme des acteurs. En quoi faisant? Bon, certains experts sont mieux placés que moi pour en parler. Et pour vous, cette nouvelle agence pourrait faire progresser la culture de la qualité et viser la certification systématique des procédures, de nos procédures. C'est le président qui parle ainsi, je le cite, qu'elles soient simples ou complexes. Hein? Une procédure de passation de marché public, par essence, une procédure qui doit respecter un minimum d'étapes, un minimum de règles. Il s'ajoute que, bon, nous sommes membres de l'UEMOA. L'UEMOA a élaboré des dispositions sous forme de directives que tous les États membres doivent appliquer. Bon, si on doit bâtir une nouvelle réglementation, bon, cette réglementation doit être en conformité avec ces directives-là, bon, qui peuvent être une limite par rapport à ces réformes-là, sauf à réformer les directives elles-mêmes. Donc, on attend de voir ce que le texte va apporter, et puis bon, on verra ce que ça va donner. Bon, un préjugé favorable, moi je suis optimiste par nature, bon, donc je donne pas un blanc-seing, mais bénéfice du doute. Bien sûr, ouais, mais sans jouer au Cassandrin, vous l'avez un peu dessiné qu'il y a des avantages, certes, et tout, mais pour anticiper aussi, quels pourraient être les inconvénients d'une agence nationale de centralisation de la commande publique? Oui, ce que j'ai évoqué tantôt, vous centralisez les achats, donc vous faites des grands marchés auxquels seules les grandes entreprises sont éligibles. Les artisans pourraient être exclus. Hein? Comment on va faire pour les intégrer? Est-ce que c'est la forme de sous-traitance, regroupement des petites et moyennes entreprises entre elles pour pouvoir faire face aux charges des commandes? Bon, on verra d'abord quelle est la réglementation qui sera introduite pour voir quelles sont les potentialités, les opportunités qui sont réservées à ces petites et moyennes entreprises, bon, qui constituent vraiment une bonne partie du tissu économique. Ces petites et moyennes parties, notamment les toutes petites unités. Bon, mais il y en a qui survivent à la faveur des petites commandes qu'elles reçoivent de l'État. Maintenant, si cette opportunité-là, excusez-moi, n'est plus là, bon, comment faire pour pallier cette difficulté-là? Bon, tout ça, c'est des intégrations qu'on a le droit, des interrogations qu'on a le droit d'avoir, bon, en attendant que le projet soit publié et qu'on connaisse les terrains et les aboutissants. Alors, en tant que formateur à l'ENA, comme je l'ai dit tantôt, pour aller au-delà des marchés, quelle réforme selon vous pour une administration de qualité qui répond aux attentes des usagers? Nous l'avons suivi également dans l'édition d'information avec le micro-trottoir, l'avis des Sénégalais, avec, on peut dire, le président de la République qui a fait hier le procès de l'administration quand même. De toute façon, l'administration, moi j'ai toujours dit que l'État n'est plus fort que quand il se réforme, quand il réforme. Mais est-ce facile de réformer un mammouth? En tout cas, aujourd'hui, bon, en ce qui concerne les finances publiques, on a introduit une réforme majeure, c'est l'avènement du budget programme. Le budget programme, comme son nom l'indique, c'est des programmes publics décomposés. C'est des programmes publics, c'est-à-dire des politiques publiques décomposées en programmes. Et chaque programme avec des objectifs et des critères de performance. Bon, on sort vraiment d'une logique des moyens vers une logique du résultat. Et ça, à mon avis, ça va dans le bon sens. Tous les ministères aujourd'hui appliquent ce budget programme-là. À mon avis, c'est un moyen de rationaliser les ressources publiques. C'est un moyen également d'atteindre les objectifs qui sont assignés à l'État en termes de politique publique, en termes de réponse à la demande sociale, en termes de développement des infrastructures, etc. Là également, bon, est-ce qu'on a évalué ces politiques-là pour dire bon, quels sont les changements à apporter pour améliorer les choses?
Bon, là également, je pense que c'est un chantier qui doit être disons, abordé pour mesurer le parcours et ce qui reste à faire. Monsieur Diop, merci. C'est moi qui vous remercie. Mansour Diop, formateur en marché public à l'ENA, donc ancien directeur général de la DMTA. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Merci.